On avait prévu un truc, on s'est dit c'est ton anniversaire, on veut surtout être dans une salle avec des gens pour faire la fête, c'est un peu ce qu'on s'est dit à la base. Donc il faut qu'on trouve un prétexte pour ramener tout le monde dans cette salle. Et le prétexte, ça a été, on va parler de l'année Twitch et de la rentrée politique. Avec nos shitty friends. Que là, on a tous nos enfants, le Zavoiverse. Ils nous doivent tout. C'est un peu une réunion familiale. Non, mais alors, du coup, Wissam. Pourquoi Twitch ? Moi, je pense que Twitch, c'était surtout pour ça, pour pouvoir pour avoir l'opportunité de parler avec des gens. Là, c'était pour pouvoir atteindre des gens qu'on n'arrivait pas à atteindre, contourner le boycott qu'on avait. Moi, je voulais savoir, le premier truc, c'est parce que là, on a plutôt des gens dans le spectre militant, politique, qui cherchent un peu à avoir une parole politique. Et vous, ce qui est intéressant, le profil, c'est que c'est une plateforme un peu collective, dont est devenu le visage. Vous arrivez un peu à légitimer votre discours par Twitch ou ça marche pas du tout ? En vrai de vrai, là, en 1 an, pour moi, c'est positif. Je veux dire, on a plus convaincu des gens qu'on a énervé des gens. Après, je veux dire, si on reste sur le microcosme Twitter, je pense que ça donne une mauvaise image de, Bah ouais, parce de ce qu'on que a pu. en dehors des baffes là que tu prends en ce moment, en vrai, j'ai jamais vu autant de gens dire ah vas-y, du coup j'ai acheté le livre d'Auria, Ouais. je vais le lire. Ah trop Ouais. bien, je me suis intéressé. Enfin, même moi, ça fait un moment que je suis dans la gauche internet, qui est Ouais. bien blanche, hein, on va pas se mentir. Et l'antiracisme, le décolonialisme, bah, c'était des sujets très rarement abordés, voire jamais, tu vois. Et là maintenant, c'est devenu dans le pack de base de tout bon streamer, n'est-ce pas ? Ouais. Je sais que vous en parlez aussi les trois assez souvent et tout. Donc c'est là où tu vois que les idées, il y a du progrès. Justement, c'est la rançon du succès. J'ai envie de dire bad buzz. Buzz. Si on suscite autant de réactions sur l'extrême droite et aussi à gauche, c'est que, mine de rien, on interroge des choses qui sont vues comme des vérités établies. Tu vois, bon, l'extrême droite, eux, qu'on leur fasse peur et tout, pour nous, tant mieux. Et après, à gauche, c'est aussi le signe que, voilà, il y a des choses, on veut poser des questions et ça les dérange, et plutôt qu'affronter ces questions, il y en a certains qui préfèrent nous décrire comme des monstres, quoi, comme des homophobes, des antisémites et tout. En plus, le truc qu'on dit, c'est qu'il faut oser poser certaines questions, il faut oser poser certains débats, faut oser... En fait, moi, ce qui m'a beaucoup énervé au sein de l'antiracisme, c'est qu'on est tellement paralysé par l'extrême droite qu'il y a des questions qu'on n'ose pas poser. Et nous, on met les pieds dans le plat. Et par exemple, sur la question de l'homophobie, je pense que c'est le truc qui inquiète beaucoup de gens, notamment à gauche, et de dire, effectivement, chez les musulmans, il y a de l'homophobie, et je pense tendanciellement plus que le reste de la société. Il y a des statistiques sur ça et tout. Mais après, nous, c'est pas causé par l'islam en lui-même ou par la biologie en lui-même. C'est pas... Mais c'est quand même des trucs à interroger. Et il faut prendre ça en compte pour traiter le problème plutôt que d'être dans des réponses idéalistes. Souvent, ce que fait la gauche, par exemple, sur le fait que l'islam, ce serait homophobe, c'est de proposer un islam des Lumières qui serait gain-friendly et tout. Et ce qu'on essaie de leur dire, c'est que ça va pas marcher, en fait. Est-ce que tu penses que Twitch permet d'avoir une liberté pour parler de ça, ou c'est juste un outil en plus où tu vois une différence, le format long ? Ça, c'est parce que vous avez une parole politique vraiment radicale. La plateforme, qu'est-ce qu'elle change là-dedans ? Le fait d'être en live très régulièrement, de faire des formats très longs. C'est ça, le fait d'être, comme tu as dit, d'être en live souvent, et aussi d'être beaucoup en mode détente. En fait, c'était le monteur qui était venu nous voir, qui nous a dit, en fait, par exemple, le problème avec Ouria, c'est que Ouria, on la voit dans une émission, elle est très acculée, genre tout le monde est contre elle, donc elle est obligée d'être sur la défensive, elle n'a pas le temps de parler de ses idées et tout. Et aussi, on la voit pas sympa, en fait. On la voit jamais rigoler, on la voit jamais sourire. Et mine de rien, ça joue, en fait, dans la manière dont les gens la perçoivent. Et je pense que c'est pareil avec nous, parce que avant Twitch, on faisait juste des émissions sur Facebook de gros boomers où on débattait de l'actualité avec les longs tunnels de Youssef. Alors, c'est un côté sympa, hein, mais je pense que certains, ça peut être un peu compliqué à s'accrocher. Alors que sur Twitch, on peut se permettre des trucs. Tu chantes. Du Eddie Mitchell, on connaît. Si je peux dire un mot, quand même, un des trucs qui m'a plu aussi dans le discours de Wissam, parce que moi, je vous ai découvert, mais Wissam, j'ai découvert en premier. J'avais surtout un ami à l'époque qui parlait d'antiracisme. Ouais, la première BD que j'ai faite, c'est à partir d'une vidéo de Wissam. Le truc de se faire l'avocat d'une population sans forcément être dans l'idéalisme moral, genre en mode oh oui, non, c'est vrai que nos homophobes, non, on les prend tous, on les défend. Ça veut pas dire qu'on les aime tous. Mais ça veut dire que, voilà, faut être pragmatique, il y a toute une population, on va pas rentrer dans ce jeu du tri. Et ça, je trouve que c'est un truc qui fait vraiment la différence aujourd'hui politiquement avec d'autres milieux de gauche. C'est vraiment ce côté, on cesse de faire le tri, on défend, quoi. Et l'avocat... Vraiment, ce qui m'avait beaucoup plu, moi, chez Ouria, c'était ça, c'est le fait d'affronter la laideur, quoi.
Pas d'essayer de fermer les yeux et dire ah non mais si c'est beau en fait au fond dans les quartiers c'est tous des révolutionnaires parce qu'il y a un peu ce fantasme dans la gauche en fait dans les quartiers ils sont prêts pour la révolution ils veulent pas voir la laideur qu'il y a dans les quartiers et nous on aime ces gens-là malgré cette laideur et c'est d'ailleurs le discours qu'on va avoir avec les petits blancs. On peut aimer ces petits blancs malgré la laideur il faut affronter cette laideur pour essayer de retrouver ce qu'il y a de beau là-dedans quoi. Du coup, Moufette, toi, Twitch aussi, tu fais des BD à la base. Ouais, surtout. c'est ça. Moi, je fais des BD, BD politiques sur un angle. Je ne saurais pas me décrire, hein. On ne sait pas décrire son art en général. Hein. Confus. Voilà. C'est bien décrit. Non, mais du coup, ça marche. En fait, pour moi, ça a été la découverte d'une puissance. Fin novembre, je commence à faire une BD, ça se partage. Et ok, pourquoi pas en faire d'autres? J'en fais d'autres, ça continue. Pourquoi pas taper? Pourquoi pas aller plus violemment sur des sujets? J'essaye, ça marche. Et ça prend et ça prend. Et vous, sur vos streams, vous voyez les BD et tout ça. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai entre les mains maintenant? J'ai des milliers de personnes qui débarquent et qui disent, oh, trop bien ce que tu fais et tout ça. Ouais, moi, dans ma petite fac d'art avec la bourse échelon 7, là, je me dis, ok. Et je me mets à sécher les cours. Je commence à sécher les cours pour faire des BD parce que trop bien, quoi. C'est passionnant par rapport au fait de parler d'art conceptuel pendant toute une matinée. T'en avais marre des cours, en gros. J'aimais beaucoup ce que je faisais et j'étais très bonne. J'étais dysphorique pendant ma scolarité. Je séchais les cours pour aller fumer, boire des bières hyper tôt le matin. Je me défonçais la tête pour essayer d'oublier ce que j'avais dans la tête aussi. Après la transition, j'ai repris des études. Et aussi la catastrophe durant la transition. Et là, d'un coup, le plaisir de me dire, oh là, je reprends des études incroyables et je suis bonne à ça. Et là, il n'y a plus de problème dans ma tête. Je suis en mode, ah, j'ai le temps de faire ça. Ça a été une étape. Et puis ensuite, l'étape BD. Du coup, ça marche. Et après, la question se pose de, bah, du coup, mon diplôme d'art va rien m'apporter. Là, j'ai l'occasion de développer le truc. J'ai un trou de souris sur Internet. Comment faire? Bah, Twitch. Twitch, c'est une manière de pas travailler tant que ça. Hein? Oh là 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 là. On fait Parlez pour vous, hein, parlez pour vous. Hein. On fait 12, 16, 20 heures par semaine, ça va. C'est un test pour essayer de vivre de son art, en fait. C'est en mode, la BD me prend beaucoup de temps. Quand je fais une BD, genre une case, ça prend 10 heures et plus parfois. Le temps de la penser, le temps de la croquer. Donc, si je veux en faire beaucoup par semaine, bah, au moins 2, ça prend 20 heures par semaine, quoi. Plus les streams, au final, ça fait un boulot. Moi, l'idée que je me fais en arrivant sur Twitch, c'est que j'ai envie d'être au service de quoi, de la gauche, en mode je veux faire des BD, je veux balancer mes trucs parce que ça marche, parce que ça plaît, parce que c'est utile aussi, parce que c'est une force, une BD. Pourquoi c'est une force? Parce que, je sais pas, quand vous parlez de Darmanin, la dernière BD, que son nom est dedans, que ça se balance sur Twitter, que les gens tapent Darmanin, ils tombent sur la BD en premier résultat. C'était ce truc de revenir à un ton un peu irrévérencieux, de revenir à des blagues un peu vénères, et même des fois de dire des dingueries, de dire de la merde, d'être un peu méchant, d'être un peu sale. Un peu punk et provoque, quoi. Un peu, voilà, un ton un peu provoque, exactement. Oh, mon Et Dieu. toi, tu vois ça dans tes BD? Est-ce que tu as l'impression de faire ça sur Twitch aussi? Bah, au travers de Harakiri, l'époque et tout ça, en fait, il y avait une idée de violence, en fait, à gauche, violence humoristique, en fait. Et aujourd'hui, c'est perdu, ou alors, je sais pas, je saurais pas l'expliquer pourquoi, on s'est peut-être lissé. Ouais, en fait, j'essaye de reprendre, en fait, j'essaye de ramener cette violence à gauche, peut-être, je sais pas si c'est notre cas aussi. Réveiller quelque chose de la violence à gauche, les marginaux, on a de la violence. Même récupérer l'humour, reprendre l'humour, parce que c'était nos codes, hein, tu vois, Harakiri, tout ça, c'était nos codes. Pendant longtemps, j'ai l'impression que les dessinateurs, dessinatrices Twitter passaient plus de temps à faire de la vulgaire, parce que c'était l'autre mode aussi, peut-être, tu vois. Et toi, tu arrives du coup en mode, ah bah, je propose dans ce format-là, un peu, très Twitter, tu vois, petite BD courte sur un sujet d'actualité ou non, en mode plus humour. Et du coup, tu es arrivé après sur Twitch, tu es arrivé aussi avec ta propre patte, donc sur un créneau plutôt nocturne, et un peu mélange d'anecdotes, de psychologie, de on regarde des trucs, et faire parler les gens, quoi, avoir un truc un peu deep talk. C'est un endroit exutoire pour moi, c'est la nuit, je suis avec des gens, je me demande qu'est-ce qu'ils foutent de minuit à 4h du matin sur un stream. Vous n'avez pas de vie, hein, c'est grave. Hein. Et c'est un plaisir, et je les aime beaucoup, je me dis, mais quels sont ces êtres étranges? Et je me sens en famille, quoi, avec des gens bizarres de la nuit comme ça qui sont là. Donc c'est cool. Et ouais, en fait, j'essaye de faire comprendre que c'est ce truc j'essaye de vivre l'art d'un côté. Et après, le stream, je fais du discours, mais c'est justement parce que j'ai envie d'en faire aussi et que j'en fais pas dans les BD. Les BD, c'est plus un truc d'efficacité, de viralité, de pollution presque de Twitter, parce qu'on joue avec les mots-clés. On essaye de prendre l'attention durant des événements ou durant des... Twitch, c'est aussi un espace pour essayer de me réaliser et de voir un potentiel moi. Vu que j'ai découvert un potentiel moi à travers la BD, la puissance que je peux avoir, là c'est aussi qu'est-ce que je peux essayer de faire sur Twitch. Bizarre, mais je pense que l'expérience des streamers et des streameuses
la plus répandue, c'est quand même un truc plus proche de toi où tu as un rapport plus personnel de pourquoi, à quel moment, qu'est-ce qui se correspond à ta personnalité pour en parler. Et après, tu essayes d'avoir des sujets un peu Ah plus ouais, larges. j'ai Tu vois. pas beaucoup d'amis, quoi. Mais t'inquiète, ceux qui sont sur le chat à 4h du mat, ils n'ont pas d'amis non plus. Le Elle- parasocial. Ouais. Ah, on y est enfin. Ah, mais en tout cas, c'est Experte du parasocial, je pense que là, du coup, la transition est toute trouvée. Ah, Elle les appelle les débiles et ils adorent ça. Alors c'est réel, c'est réel. Mais c'est pas n'importe quel débile, c'est mes débiles. Donc, tu Ah. vois, c'est ça le truc. Mommy. Pardon. En fait, Dany, tu me donnes pas assez d'argent pour m'appeler Mommy. Donc C'est vrai. déjà, voilà. Non, mais que dire, moi j'ai commencé sur Twitch il y a presque 10 mois maintenant. J'ai genre une sorte de bagage théorique de mes lectures la nuit, parce que quand tu bosses la nuit, il faut t'occuper, quoi. J'avais le même taf que Orelsan. Donc, Que Orelsan, tu pas bossais dans rappeur. un hôtel en mode. Exactement, Ok, ouais, d'accord. ouais. Et de tout ça, en fait, je suis tombé entre guillemets un petit peu, genre, je vais pas dire par hasard, mais parce qu'en même temps que énormément de gens qui sont tombés sur votre chaîne avec la sauce Usul, La etc. fameuse sauce Voilà, Usul, bien la sûr. fameuse La meilleure. famoso sauce Usul. Et c'est vrai que moi, j'ai genre direct accroché au genre. C'est plus à votre manière d'aborder les propos, tu vois, par la marginalité, par les gens qui sont marginaux, qui sont genre pas dans la société ou pas tout à fait dans la société. Et là, moi, je me reconnaissais parce qu'en plus, je commençais ma transition médicale et tout, donc j'étais dans ces bails-là. Et puis, ça m'a donné envie de me lancer sur Twitch, de créer quelque chose, d'être là, tu vois, et puis de me servir un petit peu du bagage que j'avais accumulé, parce que lire des bouquins, c'est bien, mais s'en servir un petit peu dans des bails un petit peu militants, etc., bah, autant que ça serve au plus grand monde. Et voilà, quoi, je me suis lancé à raconter des conneries, à essayer pas de vulgariser des trucs, mais d'aborder avec un certain angle d'autres sujets. Donc, par exemple, vous ne parliez pas des masses non plus, ou de remettre une couche avec un autre angle, etc. Ce qu'on fait beaucoup entre nous, de toute façon, on aborde très souvent les mêmes sujets, mais avec des angles qui sont complètement différents. Et Vous faites, elle a dit non. C'est le même angle. Je peux pas dire qu'on est. On a quand même des avis assez proches. C'est aussi pour ça que- non, mais oui, bien sûr. Mais en Ouais, fait, ouais. mais on passe quand même par des angles qui sont pas tout à fait les mêmes, tu vois. Parce Ouais, que notre ouais. situation est pas. Toi, t'engueules est ton pas la même. chat. Il y en a d'autres qui sont sympas. Ouais, exactement, tu vois. Ouais. Et pareil, c'est pour ça que j'ai genre, directement accroché aux propos du QGD colonial, de Ouria, etc. Parce que j'ai ce bagage postmoderne, en tout cas, de critique de la modernité, de l'approche par la marginalité, ce qui fait que avec cette grille d'analyse-là, tu peux appréhender en fait ce genre de pensée de manière assez facile, tu vois. Et quand je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ce genre de propos, que ce soit les propos queer ou les propos décoloniaux, ou d'ailleurs je trouve il y a une certaine porosité entre les deux. Genre à force de parler avec des militants, avec des décoloniaux, et à parler de nos expériences communes, on se rend compte que eux, quand ils me parlent de leurs conditions d'indigène, moi ça me parle en tant que queer. Et il y a vraiment ce truc-là. Parce que là, tu as beaucoup parlé d'un angle un peu gros cerveau qui est réel, qu'il y a tout le monde, mais tu parles pas aussi de l'angle divertissement que tu as aussi dans ton stream. En fait, parce il que faut tu vois, les en te deux. voyant comme ça, si on ne te connaît pas, on pourrait croire que tu es hyper sérieuse, analytique. Alors que je suis une connasse. C'est Voilà, c'est surtout ça, exactement. tu vois. Mais tu vois, t'osais pas le dire. Voilà. Eva, tu Je l'as le dit à ma sentais. place, c'est parfait. Oui, parce qu'il y a aussi ce bail. Je viens d'où je viens et que ma situation, elle fait que même si moi j'ai lu beaucoup de bails de gros cerveau, etc., je sais que moi, par exemple, quelqu'un me parle avec ces termes-là, je vais le vivre comme une violence. Du coup, j'ai pas très envie non plus de le faire de la même façon. Alors, ça arrive des fois, mais faut parler vrai aussi. Il y a plein de choses qui m'insupportent, genre les injonctions, le fait de devoir parler d'une certaine façon. Tu as le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de dire ça. Et c'est un enfer, tu vois. Et du coup, adopter l'angle du divertissement, quelque part, c'est pas volontaire. C'est juste, c'est comme ça qu'on fait les choses, quoi. Twitch, pour moi, ça a été vraiment exclusivement pour genre du discours ou entre guillemets du militantisme, etc. Tout ça. Donc, l'expérience que j'en ai, pour moi, c'est vraiment en mode, c'est un outil militant, quoi. Et puis, en fait, tu as ce sentiment de communauté où on se retrouve entre nous, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'on accepte, genre, en fait, c'est tout le monde peut venir. Et du moment où ils ont capté le ton, qu'ils ont compris que j'allais les insulter. J'allais dire que c'était des gros débiles, que c'est des petits connards. Et c'est pas grave, en fait. Genre, passer au-delà de ça. Et c'est pas grave. Si je dis que t'es un sac à merde, peut-être qu'au fond, t'es un petit peu un sac à merde, mais c'est pas grave. C'est pas grand-chose d'être un sac à merde en vrai. On s'en fout. Tout le monde vous a déjà insulté de sac à merde dans la vie. Quelque part, en fait, tout le monde peut relate aussi à travers la violence. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu retires de tout ça? Comment ça a commencé? D'où vient cette envie de créer?
d'arriver sur Internet, de partager des choses? Il fallait que je soigne ma dépression et je venais de me faire virer. Donc, j'ai choisi d'occuper mon temps en créant du contenu. C'est un shonen, ça commence triste, ça finit bien. Toujours comme ça. Soyez rassurés, soyez rassurés. Je voulais voir le contenu que moi, j'avais jamais vu et qui m'aurait permis de comprendre plus facilement le monde dans lequel je vis il y a 10 ans de ça. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos et de manière assez surprenante, alors que j'avais pas pour objectif que ça marche, ça a marché. Donc, j'ai continué d'en faire. Et puis, disons que ça rapporte pas des masses de faire des vidéos sur YouTube. Donc, il fallait rentabiliser le truc. Donc, je me suis retrouvée sur Twitch. Mais j'ai mis quand même beaucoup de temps à me chercher, étrangement, et ça va mieux depuis Noël, à peu près, je dirais, à un moment donné où il s'est avéré qu'en fait, je suis trans aussi. On forme une belle bande. Hein. Non, voilà, forcément, ça va mieux depuis. Donc, je suis en train de me trouver un petit peu sur les formats que je veux, les sujets et les formats que je veux avoir. La raison pour laquelle j'ai aussi commencé à faire des vidéos sur YouTube, c'est parce que j'étais militant et j'ai longuement milité sur, on va dire, le terrain. Et même dans le milieu militant, en fait, il y avait cette violence symbolique de certaines personnes qui ont un capital culturel, qui sont d'une certaine classe sociale et qui imposent leur manière de militer à toutes les petites mains derrière. Vraiment, il y avait un manque de possibilités et de créativité qui me pesait beaucoup trop. Donc, j'ai fait des vidéos comme ça. Et puis, je me suis mis sur Twitch. Mais pareil, Twitch, ça a mis beaucoup de temps. Enfin, je suis en train... Après 1 an, je suis en train de trouver le ton, le format et les sujets dont je veux parler. Et il s'avère qu'en fait, je fais pas du tout du gros cerveau. Je parle pas de théorie politique ou quoi. Ce que j'aime faire, c'est reprendre vraiment les bases de les bases. Genre, je demande en ce moment, je demande aux gens, posez-moi une question. C'est quoi bourgeoisie? C'est quoi les bourgeois? Et juste, on reprend. Ok, alors on va redéfinir qu'est-ce que c'est les bourgeois. On va partir de la base. C'est quoi un rapport de force? Ok, alors un rapport de force dans le monde social, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, c'est des trucs, nous, on en parle tout le temps, on a l'impression que c'est acquis, en fait, pour tout le monde, mais pas du tout. Et moi, ce que j'aime, c'est répondre à ce genre de questions-là. Et en plus, les gens, ils disent souvent définissez les termes, donner des définitions et tout. Et c'est vrai que faire ce travail-là, ça manque. Et les questions bêtes, moi je trouve ça important aussi, parce que ce que tu fais, toi tu le fais, moi je regarde beaucoup tes streams, et c'est vrai que tu le fais souvent de reprendre les questions bêtes. Cassandre aussi, il le fait beaucoup aussi, de dire aux gens, posez-moi des questions débiles que vous n'osez pas poser, notamment sur des streams de gauche, et notamment sur les questions LGBT, parce qu'il y a un truc où poser la mauvaise question à une personne LGBT, c'est un peu angoissant. Ça fait peur parce que tu veux pas vexer. Et du coup, rien que t'ouvrir et dire, allez-y, posez-moi des questions, même un peu débiles, on y va, on réfléchit. En fait, ça libère vraiment les gens et ça leur permet vraiment d'y aller, quoi. Et aussi, Twitch peut vraiment servir à ça, grâce au chat, grâce au retour immédiat, ce qui est moins facile, je pense, à faire en vidéo. Moi, je pars du principe que tout le monde est gentil et que personne n'a envie de faire du mal aux autres. Et qu'on fait tous du mal les uns aux autres sans faire exprès. Je me mets volontairement dans une position de naïveté, ça, j'en ai conscience, mais je pars de ce principe-là. Et typiquement, sur les questions LGBT, en fait, il y a sur la question des personnes trans, il y a plein de gens qui ont des blocages. Notamment quand on parle de la sexualité des personnes trans et qui disent non mais c'est pas vraiment une femme, mais non mais c'est pas vraiment un homme. Et en fait j'essaie aussi de les rassurer en mode mais en vrai si vous voulez pas avoir de relation avec les personnes trans, n'en ayez pas. Ça c'est le grand débat. Il n'y a pas de problème. Et juste rappeler ce genre de truc et aussi rappeler des petits codes pour toutes les personnes qui ont du mal à sociabiliser ou qui sont mal à l'aise quand elles rencontrent une personne trans pour la première fois. Leur donner des petites astuces en fait pour pas passer pour des énormes transphobes juste parce qu'ils n'ont pas les bons codes. Le bilan de l'année, en fait, c'est juste d'avoir ensemble, sans se concerter, mais juste en suivant l'étincelle, l'impulsion que vous avez donnée. Hein, on va pas se le cacher. Allez, quand même... enfin, ça nous suce Après, un peu. maintenant que vous avez donné cette impulsion, nous, on est là et on travaille derrière et on donne de la force à ce mouvement avec aussi tous les créateurs et créatrices qui arrivent dans la foulée et qui sont bien sûr tous et toutes bienvenus. Cette impulsion-là, j'ai l'impression qu'elle crée, si tu veux, l'environnement qui permet de prendre des risques et de tester de nouvelles choses, comme par exemple, moi, vraiment faire du b.a.-ba. Ça, j'aurais jamais osé le faire il y a 1 an, parce qu'il y a 1 an, j'étais dans un univers où il fallait que je sois d'une précision implacable si je ne voulais pas me retrouver shadow cancel, quoi. Et là, cet environnement de création-là n'existait absolument pas. Et le bilan de l'année, pour moi, c'est qu'on a réussi à créer un flow dans lequel une force collective dans laquelle on avance tous ensemble, mais sans se concerter, on arrive quand même à aller dans la même direction et à soutenir et à rester ouvert aux nouvelles impulsions qui viendraient derrière. Ensemble et à côté, quoi. Et moi, je vois cette impulsion aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des gens qui se mettent à créer du contenu et qui sont sur cette vibe-là, mais je vois aussi des gens qui se rapprochent de nous.
des petits créateurs de contenu qui font des vidéos sur YouTube, qui se rapprochent de nos cercles et qui essaient de s'imbriquer un petit peu dedans. Ouais. Et je trouve ça vraiment, il y a une très belle impulsion qui n'est pas seulement Puis il y a à motiver les gens à faire TikTok, des trucs. Twitter, il y a De ouf, vraiment ouais. Sur plein. de plateformes. Ouais. Et ben, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une première étape qui était déjà de se récupérer le droit de faire des trucs à gauche, tu vois, qui a été, bon, on le disait tout à l'heure, l'humour un peu trash, par exemple, nous, on a essayé de récupérer ça, mais aussi le fait de soutenir plutôt que de se défoncer en permanence. On a le droit, on a des désaccords, et d'ailleurs, on en a eu, s'autoriser à se critiquer et en même temps être dans un soutien, surtout clair et net, quand par exemple il s'agit de l'extrême droite ou qu'il s'agit de choses qui sont injustes. Pour moi, il faut être dans un soutien, montrer qu'on fait corps, tu vois. Et j'ai l'impression que tout ça, en plus, nous est utile. C'est d'abord pour permettre à nos contenus d'exister, parce que je pense que nos contenus, notamment la radicalité dans laquelle on s'inscrit les uns les autres pour des raisons différentes, des sujets différents, déjà permettent à ce contenu d'exister et se sentir plus libre, le cœur plus léger et soutenu, et pas juste dans cette parano de si je dis ça, je vais me faire cancel et si machin. Déjà, et peut-être et c'est peut-être l'objectif qu'on a à avoir pour cette année, c'est que toute la difficulté, comment on va parler à ces beaufs, comment on va parler à ces barbares. Parce qu'on était là en train de s'entretuer entre nous, à déjà pas pouvoir se parler à gauche. Mais alors derrière, le but, c'est quand même d'aller capter des gens qui ne comprennent pas forcément les sujets et qui ont besoin qu'on les prenne par la main avec de la pédagogie, d'autres qu'on les amène avec de l'humour, etc. On tend vers cette direction et c'est peut-être ce que maintenant on a en chantier à faire, quoi. En fait, il faut apprendre aussi au fait qu'on on peut ne pas être d'accord. C'est ça la politique. Et en fait, le vrai enjeu, c'est pas qu'on pense tous pareil. C'est comment réussir à cohabiter ensemble malgré les désaccords, malgré parfois des façons de voir la vie et des valeurs qui sont totalement différentes. Et c'est souvent le truc que je pose, c'est la question du pouvoir. Pour moi, c'est l'un des nœuds actuellement sur la question de l'islam et de la question de l'homophobie. Moi, je pense qu'à moyen court terme, tu pourras jamais convaincre les musulmans en termes d'islam que l'homosexualité, c'est quelque chose d'autorisé et tout. Ils vont toujours être contre d'un point de vue individuel. Mais pour moi, la question, c'est de dire, bah, écoute, tu as le droit de penser ça. Mais après, c'est la question du pouvoir. Tu n'as pas empêché l'autre de vivre comme il le veut. Comme moi, de l'autre sens, tu peux penser ce que tu veux de l'islam, il n'y a pas de souci. Tu penses que c'est une religion de merde, il n'y a pas de souci. Mais après, moi, le vrai problème, c'est toi, tu vas m'empêcher de vivre ma foi. Tu m'empêches pas de vivre ma foi, tu fais ce que tu veux. Tu penses ce que tu veux. Et c'est la position qu'on a eue avec la FI, c'est la position qu'on a toujours avec la gauche. Roussel, Ruffin, ce qu'on leur reproche, c'est pas tant de pas aimer l'islam, d'être des anticléricaux que je trouve un peu bas du front, mais c'est de s'en prendre vraiment aux musulmans et d'aller dans le sens des politiques islamophobes de l'État ou au pire de ne rien dire. C'est ça qu'on leur reproche. Après, pour moi, qu'un communiste soit athée, je suis un peu en mode d'accord, c'est logique. La preuve, Mélenchon, il est bien athée. Oui. Et pour autant, il s'insurge contre l'islamophobie. Comme quoi, c'est possible, quoi. Et je disais, je sais que Mélenchon, au fond de lui, il a des côtés un peu islamophobes. Je sais que l'islam, il doit penser que c'est un peu débile, que le voile, il doit être totalement contre. Et je comprends. Mais on n'a pas à l'interdire. C'est aux femmes de choisir. Et c'est ça, vraiment, pour moi, la solution, plutôt qu'essayer de convaincre les gens de penser comme nous. Avoir une pensée complexe, ça, c'est un terme que nous, on a essayé d'avoir plusieurs fois. C'est-à-dire de pouvoir dire, attends, j'arrive à comprendre ça. Par exemple, dans un point de vue féministe, mais pour autant, d'un point de vue antiraciste, je comprends autre chose. C'est que parfois, progresser dans un sens va faire reculer dans un autre, et comment on articule des fois des objectifs qui sont contraires, et surtout, comment on se tire pas les uns les autres dans les pattes, quoi. Je crois que c'était ça, quand même, l'obsession qui date là de cette dernière année, c'était d'arrêter de se tirer dessus en permanence, alors que sur la plupart des fonds des problèmes, on est d'accord, quoi. Et quel plaisir de se disputer, bordel. Avec la gauche qui lisse, là, ça y est. Non, mais il y a eu toute une période où c'était gauche vulgaire. Ça me donnait envie d'en venir à la différence peut-être avec la stratégie de gauche et la manière de se comporter aussi, la critique qu'on fait à ce qu'on peut appeler une gauche morale. Des gens qui nous font une sacrée critique en disant « Oh là là, c'est un peu facho de dire qu'il y a une gauche morale, pourquoi ?» Non, mais c'est là où on disait qu'ils avaient peut-être un problème avec la violence, ils ont aussi peut-être un problème entre eux avec le conflit, avec le fait de savoir être conflictuel et de savoir aussi se pardonner. Ce qui est marrant, c'est que tous ces gens, ils ont dans leur bibliothèque un livre qui s'appelle « Le conflit n'est pas une agression », mais ils ont du mal à le comprendre. En fait, moi, ils me font penser à les bonbons dans Mario. Ça veut dire que si tu t'en approches, ils deviennent rouges et ils vont exploser. Et tu peux rien attendre de plus d'eux. Il n'y a pas de conflit avec les bonbons. Ils disparaissent en explosant. Donc, très bonne métaphore. Moi, il y a un truc dont je parle souvent et que je trouve qu'on n'applique pas assez, et j'ai vu l'exemple avec moi, c'est en fait, on parle beaucoup de bienveillance. C'était vraiment le truc des pipous, de la bienveillance. Et nous, la chose dont on parle souvent, c'est la bienveillance entre frères et sœurs.
C'est-à-dire que je pense que ceux qui ont une grosse fratrie sauront de quoi je parle. C'est qu'entre frères et sœurs, on peut se foutre dans la gueule, quoi. Genre vraiment, genre, on s'engueule, il y a des trucs, ça peut être très, très méchant et tout. Par contre, quand il y a quelqu'un en dehors de la famille qui vient nous casser les couilles, ou qui vient casser les couilles de quelqu'un de notre fratrie, bah là, on s'arrête un instant et on se ligue contre lui, on lui dit, tu dégages, quoi. Et vraiment, on fait bloc. Une fois qu'ils se font attaquer, on les défend. Je veux dire, il y a des priorités. Il y a des priorités. On sait très bien que nous, on va être les prochains et tout. Donc, il faut vraiment faire bloc dans ces moments-là. Et je trouve que parfois, on manque de cette intelligence-là et on se perd dans des batailles d'ego qui, au final, moi, je serais un gars d'extrême droite, je fais rien, je me laisse nous bouffer, quoi. Je pousse un petit peu et voilà, on va se bouffer nous-mêmes. Tu veux dire qu'on n'a jamais été solidaire avec toi avant à gauche? Il y a eu des gens et tout, mais quand on nous apporte un soutien, les gens le payent cher. Ah, ça, Le c'est paye clair. très très cher et parfois des intellectuels et tout, je vais pas dire des noms et tout, mais qui ont manifesté leur soutien et ils se sont fait descendre, vraiment descendre. Et d'ailleurs, vous êtes des dingues, je vois pas ce que vous gagnez à nous soutenir, hein. Justement, Qu'est-ce que qu'est-ce tu vas qu'on y faire, gagne? Bah, tout. Le fait de se soutenir les uns les autres. Déjà, moi, je sais que j'y gagne ton soutien aussi quand du coup il y aura des problèmes, tu vois. Et aussi, justement, on envoie un message contraire. Et je pense que le fait de se soutenir et d'envoyer ce message positif, tu vois, qu'on est là et qu'on se comprend et qu'on se soutient et que justement on fait la différence entre se critiquer dans notre camp et quand il y a un adversaire qui vient par exemple de l'extrême droite, etc., on fait bloc. Le fait de voir ça, je pense que ça envoie un message super important, notamment aux yeux du public. J'imagine qu'il y en a qui se sont dit « Ah, enfin, là, il y a une gauche qui s'entretue pas. Je vais peut-être les écouter, eux, un peu plus que les débiles qui essayent de les cancel. » Il y a aussi une question d'honnêteté sur les questions, c'est que là où n'ont pas réussi d'autres courants antiracistes, en tout cas je le pense, c'est sur l'honnêteté vis-à-vis de questions d'angle mort, d'angoisse. Par exemple, toi, tu as parlé d'homosexualité. Nous, on serait pas là si tu étais ambigu sur la question en mode « Ah non, je vais pas en parler, c'est compliqué ». Mais non, au moins, tu es franc. Au moins, tu dis « Ben oui, vous voyez, on a cette population avec... effectivement, des gens, ils aiment pas ça, quoi. Mais on les défend quand même et tout. Et on est OK là-dessus. Et en fait, désolé, mais le problème de l'antiracisme en général pour les autres courants, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'angles morts en mode, on veut quand même éviter de parler de ça. C'est pas ça qui fait alliance. C'est pas le fait d'éviter le sujet. Au contraire, c'est de venir mettre les pieds dedans. Et c'est pour ça qu'on est à l'aise aussi dans le fait de se retrouver. C'est que on a mis les pieds dans les sujets compliqués. On le dit, il y a plein d'homos qui sont racistes parce que ça y est, ils vont se dire Marine Le Pen vont le défendre. Il y a un peu un pacte, hein. Ils sont un peu homophobes, mais ils sont plus islamophobes. Bon peut-être qu'on peut essayer de jouer avec ça. On peut vivre heureux dans un monde de blancs, quoi. Je trouve en fait quelque part que la question avec l'antiracisme aussi, c'est que, et pour les LGBT et pour tout ça et à gauche, c'est qu'il y a cette faiblesse ou cette, entre guillemets, j'ai pas envie de dire fainéantisme parce que c'est aussi, on en a besoin en fait de pouvoir se reposer sur la morale. Et que de dire en fait le racisme c'est pas bien, c'est facile aussi, c'est facile et tu as envie de rester dans cette position-là, mais cette position elle est fragile parce qu'elle se base sur ta morale et que vas-y pour défendre ta morale avec quelqu'un qui n'a pas la même morale, qui pense pas de la même façon. Pour moi ça a été une continuation, cette pensée décoloniale parce que elle implique genre toute cette pensée, cette critique de la modernité, ce rapport dialectique, c'est du marxisme quoi. Et ça pose aussi la question du pouvoir. Là quand tu parlais des musulmans, on le voit là, les gros débats autour des questions trans. Alors moi, je suis persuadé, par contre, j'ai pas de source sur ça, mais que les musulmans sont tendanciellement très sceptiques sur ces questions trans. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est pas eux qui sont à la tête de l'offensive actuellement. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. En fait, c'est vraiment cette question du pouvoir. Quand on pose la question du pouvoir, on sort de la question de la moralité. Au final, c'est les discours les plus radicaux, les plus marginaux qui sont retrouvés, censurés par ces arguments moraux. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on avait ce besoin de s'en débarrasser et on a du coup inspiré autre chose. On a agi en collectif, on n'a pas agi en se critiquant et tout. Et c'est ce qui fait, je pense, aujourd'hui notre force et c'est ce qui va encourager demain d'autres à venir nous rejoindre. Et c'est là aussi, pour moi, on revient à ce qui est un peu la base de la gauche, tu vois, agir en commun. Le truc qu'on m'a opposé quand je raconte ça, c'est de dire genre, ouais, mais c'est tout le temps à nous de faire le pas et de faire une croix et de devoir tolérer, blabla, etc. Ouais, mais sauf que là, tu parles à un mec qui vit possiblement avec que dalle, qui ne s'est jamais renseigné là-dessus. Et ça se trouve, toi aussi, tu vis avec que dalle, toi aussi, tu aurais ça. Mais en fait, tu es un militant ou tu es une militante, tu es formé. Tu t'es formé, tu as beaucoup de data, tu t'es renseigné là-dessus, tu as travaillé là-dessus, tu as mis du temps. Il y a une responsabilité qui vient avec. Voilà, ça te donne une responsabilité. C'est ton devoir de militant ou de militante de trouver des stratégies
pour aborder ces choses-là et créer une condition de juste là pouvoir lutter ensemble, continuer à avancer dans la manif ensemble sans trop se prendre la tête. Et je pense qu'il faut aussi voir quel est le changement possible que tu peux effectuer, en tout cas à court moyen terme. Et c'est un peu la main qu'elle a tendue Houraya Poudelja et qu'on a tendue notamment pendant les élections et que beaucoup ne comprennent pas. Par exemple, nous, on n'attend pas que la France Insoumise ou même le PCF ou même Ruffin ait un discours radicalement antiraciste. Parce que de toute façon, on sait qu'il va pas l'avoir, mais on sait qu'aussi, ça sera inaudible chez les Blancs, chez le petit Blanc qui doit convaincre. Et on le sait, ça. Mais en fait, on leur dit déjà de ne pas les opposer, les petits blancs, de ne pas les opposer aux indigènes, aux noirs et aux arabes, ça c'est le minimum. Et après, on est conscient que stratégiquement, tu es obligé de faire petit à petit. Stratégiquement, tu es obligé de faire des moves que nous, on dirait, en tant que radicaux, ouais, c'est pas ouf, mais bon, ça va. C'est pour ça que moi, je suis un grand bandeur de Lénine. Parce que Lénine, il a compris ça. Il a compris que la masse, oui, elle est principalement réactionnaire et qu'il faut être pragmatique, il faut réussir à faire avec ce côté réactionnaire pour réussir à lui parler et pour la dévier petit à petit. Pour moi, si tu n'es pas capable de pouvoir un peu prendre les gens comme ils sont, peut-être que militer à gauche dans un but de prise de pouvoir, de mouvement de masse, de mouvement très large, c'est pas ta place. Par exemple, moi, je trouve quelqu'un qui veut pas aller militer à la France Insoumise parce qu'il y a trop de rouge-brun un peu républicaniste, ok, mais comprends qu'il y en a qui se disent, malgré les républicains un peu teubés, forceurs, je vais quand même y aller, je vais essayer de faire du petit à petit, quoi. J'ai l'impression que les militants et militantes, la plupart sont persuadés que les gens ont besoin de tout comprendre et qu'ils ont besoin de toutes les infos et qu'il faut absolument qu'ils aient toutes les datas pour être capables de comprendre la politique. Mais en vrai, la plupart des gens, non. Genre, même moi, si je savais moins de choses, j'irais tout aussi bien et voire même mieux, parce que plus on en sait, plus ça peut être compliqué à gérer émotionnellement, on va dire. Et la plupart des gens, juste leur rappeler des essentiels, des évidences, en fait, qu'on a tendance à oublier en mode juste, mais tu sais, si tu fais ta vie de ton côté et que l'autre personne fait sa vie de son côté et que personne n'impose rien à l'autre, en principe, ça va bien se passer et t'es pas obligé de lutter activement pour que cette autre personne ait moins de droits. Et juste rappeler ça en mettant des exemples un peu concrets, en fait, les gens font « Ah oui, ça fait sens ». Et j'aimerais du coup terminer en rappelant un truc, c'est que la politique, c'est le temps long. En fait, c'est nous, à notre échelle, on n'est que des bien petites choses. Il va pas se passer grand-chose sur même notre durée de vie. La politique, c'est très long, c'est très lent et il faut se rappeler de ça. Il ne faut pas se fixer des objectifs trop ambitieux en mode comment on va faire pour les convaincre de ne pas voter FN. Je pense que c'est beaucoup trop ambitieux en fait. Peut-être juste rabaisser le niveau d'ambition, découper le projet étape par étape et voir c'est quoi la prochaine étape en fait. Tu vois, tout à l'heure, on disait ouais, on est dans le feu de la critique et tout. Et là aussi, nous, il faut qu'on mette de l'eau dans notre vin. C'est normal de se prendre de la sauce, c'est normal d'être critiqué parce que déjà on représente quelque chose, donc tu as des gens qui disent ah c'est pas bien, j'aurais préféré que ce soit comme ça, etc. Il faut accepter la responsabilité qui va avec, tu vois. Pour moi, il y a toujours une autocritique à faire. Il faut aussi que je prenne le temps parfois de faire plus de pédagogie, même si je trouve que j'en fais, mais que quand même il y a toujours un truc à améliorer, parce que je sais que parfois on se prend plein d'attaques et tout, et parfois ça nous énerve, on dit allez vous faire foutre. Mais c'est pas peut-être la bonne solution. Il faut essayer à chaque fois de faire de la pédagogie. Le truc qu'on provoque de l'énervement, ça fait partie du jeu, quoi. On sait très bien qu'on va prendre des positions, surtout vu le contexte actuel, qui vont déranger. Sartre, il a sorti cette préface, en fait, parce que Alors pour contextualiser, il y a une grosse histoire où tu as voulu citer Sartre avec une phrase un peu violente qui t'est beaucoup retombée dessus pour les gens qui ne sont pas au courant. En fait, moi, ce qui m'hallucine sur ça, c'est qu'il y a eu 3 youtubeurs qui ont parlé de cette préface et qui ont essayé de débattre avec moi sur cette préface, mais qui n'ont pas lu la préface. Parce qu'ils me disent, oui, tu veux faire comme Sartre, mais maintenant. Ben, qu'est-ce qu'il veut faire, Sartre? Explique-moi ce qu'il veut faire dans cette préface. Et donc, grosso modo, Sartre, c'est vraiment les années 60. On est en plein dans la guerre d'Algérie, donc vraiment, la tension est de ouf. Il y a des attentats un peu partout, que ce soit des deux côtés et tout. Et Sartre, il s'adresse aux Européens. Vraiment, son truc, c'est « je vais parler aux Européens ». Il prend acte, il dit que actuellement, c'est la guerre en Algérie. Actuellement, il y a de la violence. Il y a de la violence des deux côtés. Mais vous, quelle position vous allez prendre? Vous ne pouvez pas les mettre dos à dos. Selon moi, il y a quelqu'un qui est légitime, qui est plus légitime qu'un autre. Pour moi, je vais prendre le parti des colonisés parce que les colonisés, leur violence, c'est dans le but de se libérer. Il décrit le dilemme auquel doit faire face le colonisé et notamment la violence. Et le fait que
pour se libérer, vu que le colon ne veut pas lui laisser son indépendance, il est obligé de tomber dans la violence. Dans le live, je parle des luttes du Sud, en fait. Mais pourquoi je dis ça? Parce que nous, on prend des positions dans le contexte actuel qui sont très difficiles à prendre, et notamment sur la France-Afrique, notamment sur, en fait... De manière large, c'est ça le truc. Tous nos modes de vie, il est lié à l'oppression des peuples du Sud. Et donc, nous, ce qu'on invite à faire, les Français, c'est d'aller contre l'intérêt de la France, et c'est dur à dire, hein, mais contre l'intérêt de l'impérialisme français, de la patrie française, mais pour prendre le parti du monde. Ça fait un peu un message hippie de merde, mais en vrai, c'est ça. Genre, c'est l'humanité, quoi. Je veux dire, moi, d'accord, ok, je suis un traître à la France, si vous voulez, mais c'est pour rejoindre l'humanité. Ça va tellement contre l'idéologie dominante que c'est obligé. Je veux dire, c'est obligé que ça va provoquer des remous. Mais je veux dire, et Sartre aussi, pourquoi on a autant d'admiration pour Sartre, c'est que Sartre, il a fait ça à l'époque où il y avait vraiment des meurtres. Je veux dire, il y avait des vrais dangers. Et donc, la gauche osait faire ça malgré les dangers. Et nous, on essaie de faire ça. Je veux dire, de toute façon, on est dos au mur. De toute façon, ça va être la merde. Là, il y a des crises qui arrivent et tout. Et écoute, voilà, on prend parti avant les autres. Et de toute façon, il y a des gens, petit à petit, des gens vont devoir prendre le parti, vont savoir de quel côté ils vont être. Et voilà. Ça fait un peu prétentieux, mais moi, j'ai l'impression qu'on est un peu, mais pas que les décoloniaux et tout, on a un peu l'avant-garde sur ces questions. Et on explique que ça va être vraiment des trucs où il va falloir prendre parti, en fait. Il va falloir vraiment dénoncer ça, se positionner. C'est ça. Et justement, nous, ce que je trouve intéressant, c'est que, encore une fois, Twitch, cette plateforme, les formats très longs, je pense que notamment vous, mais Léo l'a dit aussi dans son intervention, c'est une plateforme de formation militante. Tu vois, moi, je viens d'une époque où les écoles de formation du Parti communiste, de la LCR, des trotskistes, etc., qui avaient un rapport tout le temps à former leurs militants, à leur faire lire des trucs, à leur dire des trucs, qui a disparu. Moi, quand j'étais plus jeune, ça n'existait pas. Ou alors, très peu à la marche, ça se faisait plus, tu vois. Et il y a eu un peu des vidéos sur YouTube, il y a les manifs, les machins, ok, d'accord, mais un endroit où tu vas discuter avec un militant plus formé que toi ou qui se forme en même temps que toi, etc., ça n'existait plus. Et en fait, ça, je pense qu'il faut qu'on commence à se penser comme ça. Se penser comme des gens qui forment des militants et des militantes. Les questions économiques, c'est un truc qui réunit tout le monde, tu vois. Mais sur les questions décolonialisme, antiracisme, on l'a vu, les questions LGBT, il y a plein de gens qui sont angoissés par ça parce qu'ils ont l'impression d'être face à une nouvelle montagne de connaissances à trouver. C'est vous, au final, qui avez énormément de gens qui viennent vous voir très régulièrement, qui regardent vos vidéos et qui créent les idées, quoi. Léo ? Donc, je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui suivent les streams, qui donnent des sous. Parce qu'en vrai, au-delà de l'aspect financier, c'est tellement enrichissant d'avoir des discussions avec vous. Ça fait réfléchir, ça inspire, ça crée des idées, ça crée du discours. C'est vraiment trop cool. Donc, venez nombreux et nombreuses et donnez votre avis, posez les questions que vous pensez bêtes parce que c'est génial. Et du coup, moi, je stream de minuit à 4h du matin. Non, mais ça va aller 5 minutes là. Et je fais des BD sur Twitter, c'est rigolo. Si vous aimez l'humour et que vous êtes dépressif la nuit, venez. Wissam, Xelka. Mais il n'y a pas que moi, hein, inquiétez-vous pas, il y a d'autres gens et tout. Il y a Samir. Et il y aura une émission chaque lundi soir où il y aura des débats un peu politiques. De toute façon, il n'y a aucun nom qui est synchronisé avec aucune chaîne, quoi. Donc c'est facile de vous retrouver sur YouTube. Il y a par Parole exemple. d'honneur. Voilà. Il y a le QGD colonial. Il y a Wissamir. Moi, je stream pour l'heure du goûter à 16h, un jour sur deux, voilà. C'est 7 Crones, le nom de la chaîne, et c'est bien. Et puis au fond, n'oubliez pas aussi que vous êtes vraiment des sacs à merde, tous. Profondément, il faut vraiment accepter son corps de lâche. Il faut accepter d'être un sac à merde, et qu'au fond, on est un petit peu, genre, tous bien répugnants, en fait. C'est vrai, et puis, passer ça, en fait, la vie, elle est un petit peu plus légère. Mais vous êtes quand même des belles personnes. Alors, c'est pas ce que j'ai dit, Léo. Et voilà, nous on va aller boire des coups, bordel. Allez les gens, à bientôt et on se retrouve demain en stream, parce qu'on va streamer demain en fait.